Nous avions imprudemment fait savoir que le ministre avait quelques minutes de retard et donc certains de nos collègues en ont tenu compte, mais je les vois arriver de toutes parts. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est de commencer maintenant. Comme il fait très chaud, on risque d'être liquéfié en fin de séance. Alors, nous sommes entendus avec le ministre, on va jusqu'à 19h15, 19h15, 19h20, ce qui nous permettra d'aborder à peu près tous les sujets qui sont prévus. Je rappelle que cette audition est organisée dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances qui va nous arriver dans une quinzaine de jours. Et donc nous allons examiner les crédits de la mission économie du projet de loi pour 2016. Je rappelle que ces crédits s'élèvent à 1,460 milliard d'euros et c'est évidemment avec une baisse à périmètre constant de 5,6% des crédits par rapport à l'année dernière. Et elle comporte également un très grand nombre de dépenses fiscales, dont la plus importante qui est connue, c'est le CICE, qui est évalué pour 2016 à un peu plus de 13 milliards d'euros. Alors cette année, la spécificité de cette mission économie est la mise en œuvre au plan budgétaire de nombreuses dispositions de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui avait été présentée et adoptée avant l'été. Nous allons, si vous voulez bien, examiner rapidement ces questions. S'agissant de la loi du 6 août 2015, la semaine dernière, plusieurs d'entre vous étaient à Bercy pour une réunion à laquelle le ministre nous avait conviés. Et en fait, le ministre avait convié les membres des deux commissions spéciales, Assemblée nationale et Sénat, pour faire le point de la mise en application de cette loi. Je le dis ici, cette réunion a été particulièrement dense, très riche, très intéressante. Chacun a pu poser toutes les questions qu'il voulait et chacun, je le souligne, a eu la réponse qu'il pouvait attendre. Et le ministre y est employé. Je tiens ici à l'en remercier tout particulièrement. Je salue l'arrivée de Mme Pinville, qui est secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat, que nous avons entendu tout à l'heure en séance publique. Alors, je vais laisser Emmanuel Macron faire une présentation. Peut-être que dans la foulée, il serait question justement de la mise en application de la loi du 6 août, qu'on fasse un paquet global. Donc on avait dit au début une introduction un peu courte, ensuite des questions, mais je pense que une présentation qui soit un peu le résumé de ce qui a été dit, si j'ose dire, la semaine dernière, permettrait d'éclairer aussi les membres de la Commission et d'alimenter le débat. Je donne la parole à Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, notre souhait, c'est en effet qu'avec Martine Pinville, on puisse répondre à toutes vos questions sur ce budget et la politique économique, évidemment, qui le sous-tend. Donc, je vais essayer d'être le plus court et efficace possible. La politique économique, vous l'avez rappelé en évoquant les dépenses budgétaires, elle repose en effet sur une politique de compétitivité qui a permis quand même, dans un premier temps, de restaurer la compétitivité coût. On en a vu les résultats tangibles dans les publications de la semaine dernière de l'INSEE. On voit que les efforts, et vous rementionniez en effet les dépenses fiscales importantes, eh bien, commencent à être mesurés, puisque la compétitivité coût de nos entreprises commence à s'améliorer. On le voit dans les marges qui s'améliorent, et on le voit dans la reconvergence franco-allemande qui s'opère, puisqu'on a à la fois l'effet du CICE et du début du pacte, et d'autre part, une inflation salariale allemande plus forte que les dernières années, sous la pression des renégociations de branches en Allemagne, dans les services et dans d'autres branches, de la mise en place d'un salaire minimum, il y a maintenant 18 mois, qui a conduit depuis 2012 la dynamique salariale allemande à être 3 fois supérieure à la dynamique salariale française. Ce qui inverse une tendance décennale et ce qui nous a conduit depuis la fin de l'année 2014 à retrouver des coûts unitaires salariaux inférieurs aux coûts unitaires allemands, ce qui est un élément clé de la compétitivité coût. La compétitivité coût, c'est aussi tout ce qu'on a pu faire sur le plan du coût des intrants, que ce soit en particulier l'énergie à travers certaines mesures pour les électro-intensifs, auxquelles je pense nous tenons beaucoup, et j'y reviendrai, si vous le voulez, dans la discussion. Et puis maintenant, la priorité, c'est la compétitivité hors coût. Et là-dessus, c'est toute la politique de différenciation, mais enfin, l'une est seconde par rapport à l'autre, et c'est une nécessité. C'est que nous ne pouvons pas demander à des entreprises d'investir quand leurs marges sont comprimées, voire inexistantes.
Et donc la politique de compétitivité hors coût, elle repose sur d'abord la stabilité du cadre macroéconomique sur le plan budgétaire, c'est très important. Ensuite, une politique de modernisation secteur par secteur, et je pense que la loi croissance-activité y contribue. Puis des mesures conjoncturelles, dont la mesure de suramortissement fiscal promulguée donc, le 6 août dernier, mais qui est opérante depuis mi-avril 2015, avec une instruction fiscale qui était sortie mi-avril. Et enfin, la mobilisation d'une politique industrielle qui favorise l'investissement productif. C'est ce que nous avons voulu pour la Nouvelle France industrielle. Cet ensemble qui vraiment met au cœur de notre action économique cet investissement productif pour plus d'innovation et de montée en gamme. Et c'est d'ailleurs ce travail que j'essaierai de continuer à travers la stratégie pour les nouvelles opportunités économiques. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas raviver ici le vieux théorème schmittien, mais somme toute, c'est les trop faibles investissements du passé qui expliquent beaucoup des difficultés de filière que nous avons et des destructions d'emplois que nous subissons sur les territoires. Et cet investissement du passé, il est lié à de multiples facteurs, et d'ailleurs il ne s'agit pas ici de pleurer sur le lait répandu en quelque sorte. Mais ce sont beaucoup des stratégies de filière, des stratégies entrepreneuriales. Ce n'est pas les pouvoirs publics, plus largement, quelle que soit la priorité. Même si je pense que collectivement, on peut maintenant assumer la juste place d'une politique industrielle qui permette de regrouper, quand même, de mieux organiser filière par filière, justement le tissu productif. On pourra là aussi y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Et se donner justement un objectif d'améliorer l'investissement dans le capital productif et le capital humain, parce que les deux vont de pair. Et si on n'a pas une stratégie de montée en gamme avec une stratégie de formation, ça ne marche pas. Donc là, c'est un travail au long cours, mais il faut, l'entreprendre avec beaucoup de conviction et de constance. Les 9 solutions industrielles sur lesquelles nous avons mis une priorité des crédits du PIA en matière industrielle, c'est-à-dire 3,5 milliards d'euros du PIA 2, c'est la matrice Industrie du futur, avec un programme d'accompagnement de 2000 PME et ETI. Et puis, donc, c'est cette mesure de suramortissement fiscal qui s'accompagne d'instruments financiers de la BPI qui, eux aussi, sont dédiés à la montée en gamme. Et l'investissement productif dans le pays, c'est l'investissement également en infrastructures essentielles. Et je veux dire ici un mot, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu être présent aux question, puisque j'étais venu à l'Assemblée nationale avec le président du Parlement panafricain, mais je sais que Martine Pinville a parfaitement répondu à la question qui avait été soulevée sur ce sujet. Mais c'est la problématique de l'investissement dans le très haut débit. Et là-dessus, nous avons d'ailleurs, dans un esprit de continuité, poursuivi la méthode qui avait été amorcée avant nous en 2012, avec un apparatus législatif qui a été renforcé par la loi croissance-activité pour mettre plus de pression sur les opérateurs en termes de déploiement. Je les ai encore vus vendredi dernier, on pourra en reparler dans le cadre de nos débats, mais c'est essentiel, d'abord parce que c'est de l'investissement productif, c'est une filière qui emploie et qui investit, et ensuite c'est une condition de possibilité du développement d'autres filières et d'autres territoires. Alors par rapport à ces objectifs que je voulais ici rappeler, la loi croissance-activité, puisque vous m'y invitez, contribue de cette entreprise en particulier de modernisation de l'appareil productif au-delà des mesures conjoncturelles comme le suramortissement fiscal ou les mesures relatives au développement du numérique que je viens d'évoquer. Elle a 60% de son contenu environ qui est d'application directe après la promulgation du 6 août dernier. Et pour les 40% restants, on a donc un travail réglementaire, décret et ordonnance, qui est particulièrement important. Et nous en avons fait le point détaillé. Il est maintenant accessible sur le site du ministère, avec un suivi en temps réel. Ce travail nous conduira à prendre sur environ 90 décrets qui sont à prendre pour l'application de ce texte. Je pense 85 à 90% du travail sera fait pour la fin du mois de janvier 2016, c'est-à-dire le délai des 6 mois après promulgation, le 6 février exactement. Le reste étant des éléments pour lesquels, enfin des textes réglementaires pour lesquels le législateur a souhaité prendre un peu plus de temps parce qu'il y avait des délais en particulier de concertation, de préparation qui étaient plus importants parce que c'était des ordonnances qui nécessitaient une concertation, une expertise technique plus longue. Mais donc la quasi-totalité du texte sera appliquée à l'issue de ces 6 mois. Nous avons eu un débat extrêmement intense sur beaucoup de ces sujets sur lesquels on peut revenir d'ailleurs à l'occasion de la discussion d'aujourd'hui. Je referai, moi, à la fin du mois de janvier 2016, un point comme je vous ai proposé de le faire donc la semaine dernière. Il sera rendu public comme c'était le cas pour la semaine dernière puisque nos débats ont été filmés et sont accessibles sur le site.
Et nous continuerons l'évaluation a posteriori également, à travers d'une part les sollicitations qui ont été faites auprès de l'OCDE, qui a rendu un premier rapport sur 5 mesures, et une commission indépendante, la commission dite Perrot, qui continuera son travail d'évaluation des mesures, à la fois pour leur application, mais pour aussi leur impact économique. Alors pour ce qui est du budget, il s'inscrit dans les priorités que je viens d'évoquer. Je vais ici très rapidement en brosser, si je puis dire, la cohérence. Parce que c'est donc un budget, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui en effet traduit le souhait du gouvernement de s'atteler au sérieux budgétaire que nous avons à plusieurs reprises évoqué, avec des crédits de paiement de la mission qui baissent de 4,7% par rapport à la loi de finances pour 2015, mais une continuité dans nos priorités. En particulier, c'est les deux que je veux éclairer ici, l'innovation et les missions de contrôle et de régulation qui sont garantes de l'ordre public économique. Alors, l'innovation d'abord. Nous faisons des économies sur certains dispositifs, comme le fonds de compétitivité des entreprises et le fonds unique interministériel, parce qu'il y a des optimisations possibles avec le programme d'investissement d'avenir qui apporte aujourd'hui un soutien majeur dans le domaine. Et c'est une clarification qu'on opère qui permet de dégager des économies. Néanmoins, le choix qui a été fait, et d'ailleurs éclairé par le débat que nous avions eu l'année dernière sur le même sujet, c'est de maintenir une stabilité des crédits de fonctionnement pour les pôles de compétitivité, pour lesquels nous maintenons donc 14 millions d'euros versés par le ministère de l'économie. Ça fait 10 ans que ces pôles existent. Ils ont d'ailleurs une fortune inégale selon le territoire. Là aussi, il faut regarder les choses avec lucidité. Nous avons demandé des premiers retours à l'association pôle de compétitivité. Une évaluation est en cours. Moi, je la rendrai publique. Et l'idée, c'est qu'au début de l'année prochaine, on puisse collectivement en tirer toutes les conséquences pour voir comment réaménager nos priorités. La loi NOTRe donne une place aux régions dans le développement économique, laquelle s'accompagne d'un rôle clair et assumé de l'État en matière de politique économique, parce qu'il n'y a qu'une politique économique, mais il peut y avoir des initiatives de développement économique au niveau régional. Néanmoins, l'articulation qu'on a entre les différents pôles, qui sont aujourd'hui quand même, il faut bien le dire, trop nombreux et avec des résultats inégaux, doit en tirer les conséquences. Ensuite, le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes, qui est aussi très important et qui fait partie des crédits de cette mission, est entièrement préservé, comme il l'a été tout au long de cette législature, avec un rétablissement de certains mécanismes comme nous l'avions souhaité. Et les aides à l'innovation de la BPI sont maintenues également à un niveau de 170 millions d'euros en 2016. De même, cette année encore, nous avons préservé les moyens des écoles du ministère en crédit et en emploi, parce que ce sont des lieux de formation, d'innovation, de recherche auxquels nous sommes attachés. Pour être complet en matière d'innovation et plus largement d'industrie et de numérique, je veux aussi ici rappeler l'importance des programmes d'investissement d'avenir, dont le deuxième volet qui est en cours d'exécution, le PIA 2, mis en place à partir de 2014, rassemble 2,3 milliards d'euros au service des priorités de notre ministère. Et à la fin du premier semestre 2015, un tiers des fonds étaient déjà engagés en faveur de projets innovants. Ensuite, la deuxième priorité, à laquelle je voulais ici rapidement revenir, c'est le respect de l'ordre public économique également, parce que c'est un élément essentiel du bon fonctionnement de notre économie. Si on veut permettre justement aux acteurs les plus innovants de se développer, il faut une compétition qui soit juste et en même temps efficace. C'est la mission fondamentale de la DGCCRF. Et sur ce point, comme en 2015, les effectifs de la direction seront stabilisés l'an prochain, ce qui traduit là aussi une priorité forte après des années difficiles où les effectifs avaient été réduits, mais il y a eu plusieurs réorganisations territoriales. Ce sont des missions importantes sur le territoire, on le sait bien, en termes de contrôle à tous égards. Et donc, nous avons souhaité pouvoir stabiliser les effectifs dans le budget, en prévoyant même une légère augmentation, vous le savez, en 2014, cette année pour l'année à venir, donc ce sera une stabilisation. Ensuite, pour garantir le bon exercice de leur mission de régulation économique que nous avons étendue, nous avons stabilisé les effectifs de la CRE et de l'ARCEP et renforcé ceux de l'autorité de la concurrence avec 15 ETP supplémentaires. Et de façon générale, pour garantir les moyens d'action du ministère, nous avons retenu un schéma d'emploi équilibré avec 20 suppressions d'ETP sur les directions qui dépendent de notre compétence. 2 points enfin pour préciser les choses sur des actions budgétaires importantes du ministère avant nos échanges. D'abord pour dire que les aides au transport de presse versées à la Poste sont revues à la baisse
de manière raisonnable. On passe de 130 millions à 119 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que c'est une évolution cohérente avec la réforme qui est en cours des aides à la presse, avec la mission Schwartz puis Gianesini, où le souhait c'est de véritablement revenir sur les tarifs des différentes catégories de presse pour ne pas pénaliser la Poste dans cette mission de service public, mais faire contribuer certaines catégories de titres. Et c'est ce qui explique ce différentiel de 11 millions d'euros. L'idée étant qu'on fasse contribuer certaines catégories qui bénéficiaient du public indûment. Ensuite, c'est la subvention à Business France qui diminue légèrement l'an prochain, qui passe de 109 millions à 104 millions, mais dans le plein respect du contrat d'objectifs et de performance 2015-2017, en tenant compte de la situation financière encore favorable, puisque Business France a disposé d'un excédent de 7 millions d'euros fin 2014 et a reçu une aide de 5 millions d'euros, conformément d'ailleurs aux engagements que j'avais pris, puisque ça a été sur des redéploiements du crédit de notre ministère, pour couvrir les coûts liés à la fusion. Mais dans la mesure où des excédents ont été constatés et que c'est conforme au contrat d'objectifs et de performance, il nous semblait tout à fait faisable de réduire ces crédits. Alors, la discussion portera sur des sujets importants. Nous en avions longuement discuté l'année dernière, en particulier le FISAC. Je ne veux pas ici les déflorer, où nous savons l'importance pour les territoires de cette action de l'État. Et vous savez aussi l'entreprise qui a été menée depuis plusieurs années pour à la fois donner de la visibilité, mais mettre cet instrument en cohérence avec justement l'ensemble des responsabilités aujourd'hui opérées entre les différentes catégories de collectivités. On pourra revenir donc sur les débats que nous avions eus l'année dernière sur ce point, comme sur toute autre question que vous voudriez soulever sur ce budget. Voilà, je ne veux pas être plus long, Monsieur le Président, mais c'était à votre invitation les sujets que je voulais éclairer en propos introductifs. Bien, écoutez, merci Monsieur le ministre. Vous avez d'ailleurs en peu de temps dit beaucoup de choses. Nous allons y revenir. Je suggère que Madame Martine Pinville intervienne maintenant, si vous le souhaitez, ou... Mais bien sûr. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Mais en tout cas, merci de me donner la parole sur ce que je vais aborder là, quelques sujets, 5 points essentiellement. L'économie sociale et solidaire, l'ESS, les réseaux consulaires, le FISAC, le mouvement consumériste et le tourisme. Alors d'abord sur l'ESS, pour vous dire que, d'abord peut-être juste pour vous dire que c'est le mois de l'ESS, je crois que c'est extrêmement important là même si nous sommes en configuration budgétaire, mais je crois que c'est important de le dire, et 2000 manifestations qui sont mobilisées là dans toute la France. Ce que je pourrais peut-être dire là, c'est que effectivement c'est un budget important et que les crédits de l'ESS seront en 2016 intégrés au budget du ministère de l'économie. C'est 4,4 millions d'euros dans le cadre d'une réorganisation du pilotage de cette politique au sein de la Direction générale du Trésor. Cette réorganisation permettra d'offrir une réponse plus adaptée aux besoins des acteurs du secteur afin de soutenir et d'accompagner le développement. Elle vise également à renforcer la diffusion des principes de l'ESS au sein de l'économie. Sur les réseaux consulaires, dont le budget fait l'objet de nombreux débats, oui, nous avons demandé effectivement un effort important aux chambres de commerce et d'industrie. Dans un contexte budgétaire difficile, l'État ne peut pas porter seul l'effort de redressement. Donc, avec Emmanuel Macron, nous avons accepté une baisse des taxes affectées à hauteur de 150 millions d'euros. L'Assemblée nationale l'a ramené à 130 millions d'euros. Mais nous avons surtout souhaité trouver un équilibre d'ensemble pour ne pas fragiliser le réseau. Nous avons ainsi exclu tout nouveau prélèvement exceptionnel et nous avons prévu un fonds de péréquation doté de 20 millions d'euros pour soutenir les chambres en difficulté financière ou des projets d'investissement sur la base de décisions prises par la tête de réseau CCI France. Je sais que vous souhaitez discuter des modalités de fonctionnement et de gouvernance, et le gouvernement est ouvert à toute proposition visant à assurer une utilisation optimale de ce fonds. Par utilisation optimale, nous entendons des principes de répartition qui ne dénaturent pas la vocation de péréquation du fonds et n'aboutissent pas à un saupoudrage des financements. Nous avons aussi veillé à ce que la baisse de taxes affectées se traduise par une baisse de même montant de la fiscalité sur les entreprises. C'est un point important pour soutenir leur compétitivité et les faire bénéficier des efforts réalisés par les chambres.
Nous avons par ailleurs fait le choix de préserver les ressources du réseau plus fragile des chambres de métiers de l'artisanat et nous avons sanctuarisé les ressources du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat, le FNPCA. J'en viens au FISAC, instrument dont vous connaissez l'importance et la sensibilité pour les territoires. Nous avons hérité d'un nombre de dossiers extrêmement élevé. C'était 4000 dossiers qui avaient été validés entre 2010 et 2012 sans que les crédits correspondants ne soient mobilisés. Nous nous sommes employés à traiter l'intégralité du stock de dossiers. Il sera totalement apuré début 2016. Ensuite, nous avons réformé le dispositif pour le rendre plus efficace et plus juste en application de la loi ACTPE, artisanat de 2014. Nous avons donc mis en place un fonctionnement par appel à projet et nous avons lancé un premier appel dès le mois de mai de cette année. Pour 2016, les autorisations d'engagement seront fixées à 15 millions d'euros, ce qui permettra de financer les priorités que nous avons retenues, que sont les centres-bourgs, la préservation des commerces en zone rurale, les travaux d'accessibilité et les stations-service. Un mot sur les stations-service précisément. Le décret du 3 juin 2015 a entraîné la mise en liquidation du CPDC. Les aides à l'investissement peuvent désormais être financées par le FISAC à hauteur de 2,5 millions d'euros qui ont été réservés au sein de l'enveloppe annuelle pour prendre en charge ces aides. Et lors du comité interministériel aux ruralités du 14 septembre dernier, un abondement de 12,5 millions d'euros a été annoncé pour financer l'ensemble des dossiers d'aide que nous avions en stock. Il sera pris en charge par le fonds d'1 milliard d'euros mis en place dans ce PLF en faveur de l'investissement des collectivités locales. Quelques mots maintenant sur le mouvement consumériste. Vous le savez, le financement aux associations de consommateurs a connu une baisse importante cette année. Nous voulons agir dans deux directions. Tout d'abord, sur le plan strictement budgétaire, en limitant les efforts supportés par cette action. En 2015, nous l'avons préservé de tous les rabots et nous avons dégagé 500 000 euros supplémentaires en gestion. Pour 2016, les crédits reculent légèrement, conformément au budget triennal, mais nous avons exclu tout effort supplémentaire et de manière plus structurelle en engageant une réflexion sur le mode de financement du mouvement consumériste pour tenter de mieux cibler les financements et de favoriser un regroupement des acteurs et des réseaux. Enfin, sur le soutien au développement du secteur du tourisme et aux pratiques touristiques, comme vous le savez, le gouvernement a souhaité renforcer son soutien au développement du secteur du tourisme, dont le potentiel de croissance est certain. L'économie globale du secteur en France repose encore aujourd'hui pour plus de 2/3 sur les séjours de nos compatriotes. Les actions que porte le ministère de l'Économie pour soutenir le développement de ce secteur mobilisent un budget de presque 4 millions d'euros. Sur le soutien des politiques en faveur de l'accès aux vacances pour tous, qui vise à soutenir le départ de nos concitoyens, mais également à accompagner les professionnels afin qu'ils s'approprient les mutations de leur environnement, à la structuration de l'offre touristique de proximité, notamment avec les contrats SPOT, contrats de structuration de pôles touristiques territoriaux, qui ont vocation à rassembler les acteurs des territoires autour de projets touristiques de proximité destinés prioritairement à une clientèle nationale ou transfrontalière proche, reflétant les ressources, les valeurs et les savoir-faire locaux et invitant les visiteurs à prolonger un séjour ou à revenir. Les premiers contrats seront signés le 17 novembre. Vous le voyez, nous avons essayé là de conjuguer responsabilité et priorité. C'est le sens de ce PLF 2016. Bien, merci Madame la Ministre.